Être une femme entrepreneur n'est pas de tout repos. Au fil des semaines, je vous propose de nouveaux épisodes pour transformer votre entreprise et la faire évoluer en fonction de vos valeurs et vos envies. Je suis Aurélie, entrepreneur pétillante et atypique. J'ai créé Merci Mec pour vous aider à devenir une femme puissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de me livrer un peu plus à vous. Eh bien oui, aujourd'hui, je suis une femme de 41 ans, neuroatypique et hypersensible. Je suis pétillante et je suis épanouie dans ma vie, dans mon travail. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu un parcours assez particulier. Euh, J'étais une enfant très timide. Nous habitions dans un tout petit village en Bretagne et l'école où je me trouvais était vraiment toute petite. Pour vous expliquer, il y avait tous les niveaux quasiment mélangés. Il n'y avait que 2 enseignants pour toute l'école maternelle et primaire. Et finalement, pendant des années, j'ai été toute seule dans mon niveau. Alors oui, j'avais des copains, des copines, mais qui étaient toujours soit plus jeunes que moi, soit plus âgés, puisqu'il n'y avait personne d'autre de mon âge pendant quasiment toute ma scolarité maternelle et primaire. Alors pour le coup, quand je suis arrivée au collège, ça a été un sacré choc puisque je me suis retrouvée dans un collège immense, à 40 bornes de chez moi, avec des classes, comme on voit actuellement, d'une trentaine d'élèves, évidemment plusieurs profs, un par matière et du coup ça a été, assez traumatisant, je dirais, pour moi. Malgré tout ça, j'ai survécu au collège et à la fin de mon collège, j'ai appris que ma maman était atteinte d'un cancer du sein et j'ai donc, fait, toute ma troisième, puis l'entrée au lycée, ma première seconde, en sachant que ma maman était malade et que ça se dégradait au fil des années. J'ai redoublé ma classe de seconde et en fait, ma maman est décédée, à la fin de cette année de 2e seconde et je me suis retrouvée donc, à 16 ans, toute seule avec mon papa et ma petite sœur. Mon papa a eu beaucoup de mal à gérer, ce décès parce que lui aussi, il avait, déjà vécu ça. Sa maman était, partie quand il était, très jeune lui aussi et donc il vivait, le décès de sa femme et par la même occasion, je pense qu'il revivait le décès de sa maman. Ça a donc été une période, super compliquée où, je me suis mise en mode warrior. En mode warrior pour en fait, je pense faire face simplement à ce deuil, cacher toutes mes émotions, ne surtout, rien ressentir, devenir une maman pour ma petite sœur qui n'avait qu'à peine 14 ans et gérer tout, toute seule. Et donc finalement, je suis presque devenue, une entrepreneur déjà à l'âge de 16 ans, puisque je gérais mes cours, je gérais ma sœur, les activités extrascolaires, les courses, le ménage et puis, bah, tout ce qui allait autour évidemment. J'étais déjà à cet âge-là, une danseuse accomplie ou je sais pas, peut-être que, je sais pas si je peux dire une danseuse accomplie en fait, à cet âge-là puisque, finalement je me rends compte avec le recul que la danse a été mon échappatoire en fait et peut-être, je le saurai jamais et j'ai pas de regrets là-dessus, mais peut-être que je me suis vraiment plongée dans la danse, parce que, bah, en fait, j'avais rien d'autre et que la seule façon de m'exprimer, c'était de danser.
Donc j'ai dansé, 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 dansé et encore dansé. Hem, je faisais évidemment des soirées avec mes potes, mais je me souviens très bien que, l'âge des premiers amours, c'était vraiment pas ce qui m'intéressait et les premiers mecs que j'ai pu avoir, m'ont souvent demandé, en me disant: «Bah, en fait, tu choisis, en fait, entre la danse et moi parce que, tu jamais là. Tu danses tout le temps, tu danses tous les jours, le week-end, tu fais tes représentations ou tu es en concours, tu passes des auditions. Moi, j'existe pas» et bien évidemment que mon choix, c'était: «Bah, en fait, dégage mec, si tu me demandes de choisir, mais moi, il y a même pas de choix, il y a même pas une seconde, une demi-seconde de réflexion à faire. C'est la danse, en fait, c'est toute ma vie. C'est comme ça que je m'exprime, c'est comme ça que je vis et clairement, je je serais morte si j'avais pas eu la danse». Donc je suis partie, en école de danse ensuite à Paris quand j'ai eu mon bac et hem et du coup, je ne savais pas encore si je souhaitais devenir, professeure de danse ou danseuse professionnelle et donc je suis partie en école, pour devenir danseuse pro, mais qui pouvait, par la suite, me faire passer quand même les examens pour devenir, professeure de danse et donc j'ai passé, une année, horrible, clairement. D'ailleurs, j'ai même pas fini l'année parce que, de la petite, provinciale que j'étais, je dirais même campagnarde, il y avait même pas un feu de circulation, là où j'habitais à l'époque. Je me suis retrouvée, à Paris en septembre et pour la petite anecdote, je me pointe à Paris, je débarque avec, mes valises et la personne qui devait, me recevoir et qui devait me louer, une petite chambre de bonne m'accueille en me disant: «Je suis vraiment désolée, en fait, je vais pas pouvoir, te louer cette chambre parce que mon fils ne m'a pas prévenue, mais il l'a louée à quelqu'un d'autre». Et du coup, je me pointe à Paris avec mes valises et je me retrouve, chez cette dame, qui était, la grand-mère d'une amie de ma frangine et qui me dit: «Bon, bah, je t'héberge chez moi, mais il va vraiment falloir que tu trouves quelque chose, quoi». Donc pareil, un sacré choc, de débarquer à Paname, de me retrouver chez quelqu'un que je ne connais pas et d'apprendre, sur le parvis de Montparnasse que j'ai pas de logement pour, toute ma scolarité de danseuse. Bref, on a trouvé des solutions, mais voilà, encore des sacrés bâtons dans les roues, alors que j'avais un peu plus de 20 ans seulement, quoi. Et donc cette année a été très compliquée et d'où ce fossé où je me sentais vraiment, atypique, différente, j'avais du mal à aller vers les autres, à rentrer dans les cases, même des cases où de toute façon il fallait pas rentrer, du type, «Ah bah non, mais je me mets à fumer parce que, je suis une danseuse et que si je me mets à fumer, beh, je vais pouvoir, perdre du poids et donc bah, le prof me regardera un peu plus et j'aurai plus faim, donc je vais mieux y arriver». Alors je suis jamais rentrée dans ces trucs-là, mais c'était compliqué pour moi. Je faisais mes cours, j'avais 8 heures de danse par jour. Je rentrais chez moi, je mangeais à peine un bol de céréales et je dormais et je repartais et puis évidemment à Paris, sans argent et ben, c'est compliqué donc quand tu veux faire des choses, et bien, tout est compliqué. Donc cette année-là a été quand même, très compliquée. Donc finalement, au mois d'avril, j'ai décidé de rentrer, chez mon père et j'ai trouvé un petit job étudiant pour pouvoir, payer, ben, toutes mes factures, ma vie, mes sorties, d'étudiante et cetera. J'ai continué évidemment à danser, j'ai continué,
finalement à passer mes examens pour devenir professeur de danse, que j'ai raté une première fois. Ou d'ailleurs, ça a été aussi une sacrée expérience parce que finalement j'ai raté ce premier examen. Et à l'époque, on pouvait appeler les juges pour leur demander ce qui n'allait pas. J'ai raté cet examen, j'avais eu 9,80, quelque chose comme ça de tête. Et le juge me dit: «Ah non, non, mais madame, de toute façon, enfin mademoiselle à l'époque, de toute façon, faut absolument que vous arrêtiez ce métier, enfin, vous n'êtes absolument pas faite pour ça. De toute façon, ne le repassez pas en septembre, ça sert strictement à rien. Vous n'y arriverez pas, tout était nul, laissez tomber». Et c'est là que j'ai pris mon courage à 2 mains quand même pour lui dire: «Mais en fait, si je suis si nulle que ça, pourquoi vous m'avez pas mis 4 ou 2? Il faut avoir 10 pour avoir cet examen et pour pouvoir rentrer en école de formation de professeur de danse. J'ai eu 9,80, donc finalement, je suis peut-être pas si nulle que ça». Du coup, j'ai repassé cet examen au mois de septembre et en fait, je l'ai eu haut la main parce que pour moi, j'avais juste pas visualisé, l'examen et j'ai compris bien plus tard que c'est comme ça que je fonctionnais, qu'il faut absolument que je sache comment les choses vont se passer. Donc maintenant, pour ce deuxième essai, je savais exactement comment ça allait se passer. Je connaissais le lieu, je connaissais, les juges, puisqu'on avait leurs noms et puis que dans le milieu de la danse, on connaît quand même, les professeurs, on connaît, ceux qui sont dans les jurys. Hem, je connaissais la salle dans laquelle j'allais danser et je savais exactement comment allait se passer cet examen. Donc voilà, j'ai passé cet examen et je me suis retrouvée, eh bien, à réussir cet examen. Et le seul souci pour le coup, c'est que, bah, je repassais, la session de septembre et que pour rentrer, pour devenir prof de danse, et ben, c'est 1 fois par an et j'ai donc dû, bosser pendant 1 an. Je me suis inscrite au McDo, j'ai postulé, j'ai été prise et puis j'ai bossé au McDo pendant 1 an. Et puis là, une opportunité incroyable, s'est, placée devant moi. Cette opportunité, c'est mon ancienne prof de danse qui m'a dit: «Aurélie, la prof, avec qui je bosse, est enceinte, sauf que sa grossesse se passe mal et elle doit rester alitée et du coup là, bah, j'ai besoin en urgence de trouver quelqu'un, pour, me remplacer, enfin pour remplacer ses cours. Est-ce que, vu que ça y est, tu as eu, une première re étape de passée, tu as ton premier er diplôme pour devenir prof, est-ce que, tu peux venir, remplacer cette prof, et du coup, il y aura un spectacle de fin d'année, à faire avec moi». Et quelle opportunité j'ai eue, c'était juste incroyable. Évidemment que j'ai sauté sur l'occasion et ça a été, ma première expérience, dans le milieu de la danse en tant que prof de danse et c'est là que tout s'est révélé et que je savais que je voulais enseigner. Je savais que je voulais, hem, apprendre, montrer des choses, partager ma passion et qui plus est avec ma prof quoi. Enfin, c'était juste incroyable et donc j'ai fait ce premier gala de danse, avec ma prof et c'était juste, extraordinaire et ça j'oublierai mais jamais cette expérience dans mon parcours professionnel, quoi. Et donc du coup, je continue mon parcours et je m'étais toujours dit: «De toute façon, je fonctionne comme ça, que lorsqu'il n'y aurait plus de passion, si un jour j'avais plus de passion pour la danse, il faudrait absolument que je change de boulot». On peut pas être professeur de danse si on n'en peut plus, si on en a marre, si on supporte plus les enfants, les élèves, si le corps est fatigué, que ce soit physiquement ou psychiquement. Et donc après avoir fait,
quasiment 20 années de professorat, d'enseignement. J'ai commencé à me poser des questions en me disant, bon ben voilà, la danse, comment je vais faire parce que j'en ferai pas mon métier toute ma vie. Je faisais des journées de dingue. Le mercredi, je sais pas comment je ferais aujourd'hui pour refaire ça, mais de toute façon, on le fait tous, on passe par là. Je commençais à 10h le matin et je finissais à 22h le soir, avec 1 heure de pause entre midi et 2 pour manger. J'étais un zombie le mercredi soir, sur ma dernière heure de cours, en plus avec évidemment les niveaux avancés, où il faut donner encore plus de physique, de son temps, de son engagement. Bref. Et du coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit: «Voilà, tu vas pas faire ça toute ta vie, qu'est-ce que tu peux faire?» Donc j'ai commencé à regarder au niveau du pilates parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile, de mon point de vue évidemment, parce qu'on a des exercices à proposer. On n'a pas de choré à faire, on n'a pas de spectacle de danse à prévoir, à la fin de l'année, c'est beaucoup plus simple en termes de préparation. Donc j'ai enseigné le pilates pendant 6 ans et puis, est arrivé aussi le moment où, avant d'arrêter le pilates, je me suis dit: «Bon, OK, tu as continué sur un métier, toujours dans le sport, mais là ton corps il est en train de te dire en gros, ouais c'était bien le pilates, mais le sport tu en peux plus en fait meuf. Donc ton corps il a juste envie de faire autre chose et clairement d'être posé le cul sur une chaise toute la journée et comment tu peux faire pour continuer à aider des gens, à faire de ton métier, quelque chose de passionnant encore une fois, mais sans faire de sport, je t'en prie quoi». Et puis évidemment, j'en ai pas parlé, mais la méditation, la sophrologie, ça avait quasiment toujours fait partie de ma vie. Alors c'est naturellement que je me suis penchée vers une formation, en tant que sophrologue et du coup en 2018, j'ai passé cette certification et j'ai commencé à faire des séances de sophrologie, à prendre des gens en individuel, à faire des séances, collectives et aussi, pour faire ce petit lien avec, l'entrepreneuriat, c'est aussi de poser ses limites, poser ses choses. C'est-à-dire que en fait, dans la danse, dans le pilates, j'en avais marre parce que mon corps était fatigué, mais il y a une chose hyper importante aussi, c'est que j'étais devenue maman et que je ne supportais plus le fait de finir à 22h, parfois 23h le soir et de rentrer et de pas voir mes loulous, quoi. Ça, c'était devenu mais insupportable pour moi. Donc en devenant sophrologue, eh bien, je finissais beaucoup plus tôt et je pouvais prendre du temps avec mes enfants, leur lire une histoire le soir. Alors c'est des choses que je faisais le week-end, mais quel bonheur de pouvoir voir ces enfants le soir en rentrant du travail, quoi. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, je sais pas si on peut se rendre compte, mais quel bonheur, quoi. Donc c'est aussi pour ça et que j'ai posé ces choses-là. Et donc voilà, je suis devenue sophrologue et puis en fait, j'ai rétréci un petit peu les tuyaux comme on dit, très rapidement parce que je me suis dit: «Ouais OK, en sophro, il y a plein de choses, on peut faire tellement de choses. On peut travailler, sur le féminin, sur le sommeil, sur les angoisses évidemment et cetera». Sauf que, pour en revenir à moi et à la base de qui je suis évidemment, je vous disais que je me suis toujours sentie différente, atypique, hypersensible évidemment. Hem, En fait, j'ai fait passer les tests, à mes enfants, hem, de tout ce qui était, test neuropsy, donc les tests de QI, les tests de troubles de l'attention, de troubles du spectre de l'autisme, tout ça. Et il y a des choses qui se sont révélées positives pour mes enfants. Donc, ayant des enfants dits neuroatypiques, lisant des
dizaines et des dizaines de bouquins là-dessus, j'ai commencé à me former, à faire des vraies formations avec des neuropsychologues, avec des pédopsychiatres, avec des psychiatres, avec des psychologues. Donc sur le TDAH, sur le TSA, sur les TND, donc les troubles neurodéveloppementaux en général. Et puis l'an dernier, je me suis dit: «Bon OK, ça y est, c'est à moi de poser les choses, je suis prête». Donc j'ai pris mon petit rendez-vous avec la neuropsy et j'ai posé les choses. Et évidemment que le bilan a été posé de HPI, TDAH et d'autres choses. En fait, évidemment que je le savais déjà. Mais quel bonheur, en fait! Alors quel bonheur, je vais revenir un peu là-dessus. Quel bonheur dans le sens où, ouais, ça posait les choses de, putain, j'ai jamais été bonne à l'école, on m'a toujours dit que j'étais nulle, que j'arriverais à rien dans la vie, que j'étais pas foutue d'avoir des bonnes notes. Et en fait, j'étais HPI, bon Dieu, quoi. C'est juste que je fonctionne pas que je fonctionne différemment plutôt que mon cerveau, ne passe pas par les mêmes chemins que les personnes neurotypiques. Et en fait, ça m'a donné un tel boost de confiance en moi. Alors ouais, c'est une bombe atomique, hein, quand on reçoit le bilan, quand on pose le diagnostic. D'ailleurs, la première chose que j'ai dit à la neuropsy, c'est: «Vous êtes sûre que vous n'êtes pas trompée de dossier? Parce que franchement, justement, en fait, on m'a toujours dit que j'étais nulle. À l'école, j'étais vraiment pas faite pour ça. Mais parce que je rentrais pas dans le moule de l'éducation nationale, du système scolaire». Et petit aparté, en 2024, rien n'a changé. Mais pour le coup, un tel boost aussi de confiance en moi et de me dire: «OK, en fait, entre guillemets, j'étais pas folle. Effectivement, je ne fonctionne pas comme le commun des mortels, comme la plupart des personnes, et c'est OK». Et à partir de ce jour, ma vie a changé, clairement. Donc là, je me suis posée en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que sœur, en tant que chef d'entreprise. J'ai posé les choses et j'ai dit: «OK, bon, qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie?» Donc j'ai compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées en pleine gueule. Mais ça fait partie de ma vie, j'ai aucun regret et de toute façon, on n'a pas assez d'une vie pour évoluer. Donc maintenant, je pose les choses. Je sais ce que je veux dans ma vie, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai accompli. D'où ce syndrome de l'imposteur qui, de toute façon, sera toujours là. Évidemment, on a toujours ce petit truc qui nous dit: «Ouais, mais si». Mais en fait, non. Maintenant, j'ai monté 3 entreprises, je gère un centre de bien-être qui accueille 18 praticiens chaque semaine. Heu, j'ai fait, des conférences, je travaille pour des dizaines d'entreprises, des associations dans le milieu du handicap, dans les écoles. Hem, donc en fait, je sais ce que je vaux. Hem, je suis OK, une femme atypique, et c'est posé, et je peux vous assurer que maintenant que tout est posé, je suis devenue puissante. Ou non, plutôt, j'étais déjà puissante. Mais là, ça y est, j'ai révélé toute ma puissance et c'est que le début. Alors si vous voulez en savoir plus sur ma vie, mes programmes, mes outils et comment faire pour devenir une femme puissante, révéler sa puissance, eh bien, vous pouvez me laisser un message sous ce podcast, me laisser un commentaire, et vous pouvez également me contacter sur mon Instagram, Aurélie-mon corps et moi.
Et moi de mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao!